Après avoir composé le paquet pour le découpage, on assure sa solidité en mettant en place des pointes à plaquage rivetées sur toute sa périphérie, dans la marge de 1 cm extérieure aux dimensions de la marqueterie. Cette fixation a été expliquée dans la vidéo de fabrication du paquet pour la méthode élément par élément. Ensuite, on va percer un trou pour le démarrage du découpage. Trou constituera sur un angle du tracé du dessin pour que la petite marque résiduelle qui pourra rester ne soit pas apparente, ce qui ne manquerait pas de se produire au milieu d'une ligne droite. Le trou se fait au moyen d'une pointe fine, à peine plus grosse que la lame de scie pour ne pas enlever de matière. On a intérêt à repasser la pointe depuis le dos du paquet, ce qui facilitera l'introduction de la lame. La lame de scie est introduite, puis fixée dans sa partie supérieure et tendue. À partir de ce point de départ, on va découper successivement toutes les pièces adjacentes et les récupérer en les numérotant sur un dessin pour permettre leur assemblage ultérieur. Et en dernier, on va séparer le paquet en deux pour récupérer les plaquages de fond qui figurent la mer et le ciel. Attention, dans ce tableau de marine relativement simple, on ne va pas trouver certains cas de figure qui sont importants. Il faut que j'en dise un mot maintenant. Premier cas, lorsque le paquet comprend des pièces isolées, on sera amené à sortir la lame et à percer un nouveau trou d'introduction pour la pièce suivante. Il est impossible de passer d'une pièce à l'autre par un trait de scie parce qu'il laisserait une trace ineffaçable dans le plaquage du fond. Ici, vous avez un exemple de dessin qui a exigé de nombreuses opérations d'introduction de la lame de scie avant de pouvoir découper les pièces qui sont toutes adjacentes. Second cas, lorsqu'une pièce est incluse dans une autre, il est impératif de découper la pièce intérieure avant de séparer du paquet la pièce dans laquelle elle se trouve. Sur le paquet que vous voyez ici, les trous périphériques soulignés par des flèches rouges correspondent à des pièces intérieures qui ont été enlevées avant de poursuivre le découpage des pièces qui les contiennent. Voici finalement dans le casier les pièces produites par le découpage avec la numérotation correspondante sur le dessin. Au centre, on voit les deux plaquages de fond représentant la mer et le ciel. Dans chacun de ces paquets de pièces issues du découpage, il y a une seule pièce qui nous intéresse. Par exemple, dans ce paquet qui correspond à la voile numéro 13 ici, la pièce qui nous intéresse, c'est celle qui était dans la fenêtre sur le carton prévu pour faire la voile, c'est-à-dire que c'est ce morceau d'érable sycomore. Donc je vais mettre de côté. Tout le reste est acheté, c'est d'ailleurs essentiellement composé de carton. Et je vais faire ce travail de tri pour l'ensemble des pièces. Travail de tri qui aurait d'ailleurs pu être fait au fur et à mesure du découpage, mais avec le stockage dans un casier comme celui-là, j'ai pris l'habitude de le faire à la fin, peu importe. Par ailleurs, certaines de ces pièces, comme cette toile d'ailleurs par exemple, auront besoin d'un ombrage. Donc je vais commencer par enlever le papier craft qui est derrière en l'humidifiant, et ensuite je vais procéder à l'ombrage.
Et ce n'est qu'après que je pourrai passer à l'étape suivante qui est l'assemblage sur cale tendue. On va donc passer à l'ombrage des pièces qui est fait ici au sable chaud. Je rappelle que les méthodes d'ombrage ont été détaillées dans une vidéo de la méthode élément par élément. Il est préférable de ne pas travailler avec un sable trop chaud. L'ombrage est plus rapide, mais on contrôle moins bien sa progressivité. Voici les pièces qui ont été ombrées, après avoir été réhumidifiées pour restaurer leur dimension et leur hygrométrie. Pour l'assemblage sur la cale tendue, on va d'abord coller le fond. Parce que le fond va nous fixer les limites dans lesquelles on va devoir incruster les pièces. Ici on a une vingtaine de pièces, qui est un nombre relativement modeste, et on va pouvoir assez facilement les placer dans ces limites en ménageant les espaces nécessaires entre les pièces et qui correspondent à l'épaisseur du trait de scie. Donc on utilise ici la colle forte. C'est une colle magique, hein, on y reviendra. À utiliser à 55-60 degrés, pas plus. La colle forte, c'est une colle animale, hein, c'est un mélange de gélatine et de collagène, des protéines. Et si on chauffe trop, ça se dénature et la colle ne vaut plus rien. Plus grand chose. Bon, ça pourrait aller peut-être pour un collage sur cale tendue, mais certainement pas pour un collage sur le support. Donc pour maintenir une température correcte à la colle, en fait j'utilise le bain-marie sur un réchaud électrique avec un thermostat. Ça permet de se fixer à peu près entre 50 et 60 degrés, disons. Une température qui maintient la colle liquide, mais sans l'abîmer trop. Voilà. Ici, on peut donc fixer à l'envers. Hein. On laisse apparaître le côté qui va être collé sur le support. Et on va pouvoir mettre en contact ces deux plaquages, c'est-à-dire annuler l'épaisseur du trait de scie. Ici, c'est pas gênant parce que avec les pièces qu'on va incruster à l'intérieur, on aura suffisamment d'espace de trait de scie entre les pièces pour ne pas se retrouver avec un voilier qui va être plus grand que l'espace qu'on laisse ici entre le ciel et la mer. Voilà. Quelques minutes sous presse. On peut mettre aussi un poids. Hein. Bon, simplement le temps que l'humidité de la colle soit absorbée et qu'en refroidissant, la colle fasse prise. Alors le fond est collé à l'envers sur la cale tendue. Les ombrages sont faits. On va pouvoir passer à l'incrustation. On commence par mettre la colle. Ici, on a relativement peu de pièces. Donc on va pouvoir incruster pratiquement tout d'un coup. Donc je mets de la colle partout. Je vais m'arrêter ici, je finirai le bas après. Donc on commence par les plus grandes pièces, enfin celles qui vont nous garantir qu'on est bien dans les limites imparties et qui vont nous permettre de vérifier aussi qu'on a réparti correctement les espaces
entre les plaquages. Non, celle-là va ici. Plus bas, il faut laisser la place. Donc au bout d'un moment, la colle commence à se figer. C'est à ce moment-là qu'il faut bien vérifier les espaces, bouger encore un peu les pièces et appuyer dessus pour qu'elles prennent leur place et qu'elles ne bougent plus. Je vais pouvoir terminer le collage. Alors si on avait un plus grand nombre de pièces, on serait obligé de faire l'incrustation par plages successives. Tout simplement parce que ça prend du temps et que si on mettait de la colle partout, on n'y arriverait pas. Et surtout, le fait d'être obligé de le faire par plages successives fait qu'on a un risque important de dériver dans l'incrustation et de se retrouver avec des espacements qui ne sont plus corrects. Donc pour éviter ça, on est amené à coller avant de mettre le fond. On colle sur la cale tendue un dessin à l'envers qui va nous guider et qui nous évitera effectivement de dériver au fur et à mesure de l'incrustation. Voici un exemple. Dès que le nombre de pièces dépasse ce qu'on peut incruster en une seule fois, ou bien quand on n'a pas les pièces de grande taille qui nous guident dans l'incrustation, il est indispensable de procéder de cette façon. Ici, on voit bien qu'il est hors de question de se lancer dans un assemblage à l'aveuglette, et seul le dessin à l'envers qui est collé sur la cale tendue permet de mener à bien l'incrustation. Revenons à nos moutons pour terminer l'incrustation avec les petites pièces. On rajoute un peu de colle aux endroits qui n'avaient pas été servis. Il faut trouver le sens dans lequel vont les pièces et quelquefois c'est pas évident. Mais c'est important d'y prêter attention parce que beaucoup d'essences de bois ont des couleurs ou des reflets qui changent avec l'orientation des fibres du bois. Si on place une pièce du fond, même de petite taille à contresens, l'effet produit peut s'avérer choquant. Et voilà, nous y sommes. Et le résultat sur la cale tendue.